Ce vase est un témoin. Il date de la préhistoire, c'est dire qu'il ne date pas. Il signifie que de mémoire d'homme, on a toujours fait de la céramique en henneau, même à l'époque du fer. Voici des exemplaires de la céramique romano-belge, 1er siècle à Péronne-les-Binches, technique de la terre noire, décor cordé, technique aussi de la terre rouge. C'est aussi la première fois que dans nos régions, on utilise le tour. Sous l'influence romaine, les artistes atteignent une sorte de perfection, mais les formes s'alourdissent, et voici comment du 5e au 6e, et du 6e au 7e siècle, l'on tombe en décadence. Au XIIe siècle, à Bouffiou, à Châtelet, à Pont-de-Loup, on commence à faire de la céramique en plein feu salé. Retenons ceci, parce que 8 siècles plus tard, à Châtelet toujours, on pratique encore la même technique. En ce temps-là, les céramistes de Bouffiou subissent l'influence des artisans de Raarn, ville de la principauté de Liège. De façon un peu cavalière, nous résumerons la céramique annuyère du XVIe siècle en cette gourde de cavalier, le XVIIe en un tonnelet d'alcool, mais qu'on n'y voit aucune intention de médire du grand siècle. Et nous en arrivons au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières s'exprime très naturellement en céramique par un éclaircissement du décor et aussi par la polychromie. Mais dans le même temps où l'on tourne des pots en grès, à Tournai, on commence à fabriquer des assiettes, les fameuses assiettes de Tournai. La manufacture tournaisienne de porcelaine de pâte tendre s'inspire d'abord fortement des créations de Saxe, mais très vite, Tournai rivalise avantageusement avec les grandes manufactures de Saxe et de Sèvres. Voilà, comme on regarde défiler un bataillon de parade, nous passons en revue un siècle d'art ennuyé. Rejetons d'une longue tradition, plus vieille peut-être que Mathusalem, et qui remonte en tout cas au-delà du temps des Romains. Et vous vous dites, pourquoi remuer comme ça de vieilles splendeurs? Pour le plaisir de voir ce qu'on a perdu? Eh bien non. Vous saurez que les céramistes ennuyés sont gens qui ne meurent pas. Visiblement, nous sommes chez un potier. Et pour mettre les points sur les i, nous sommes chez M. Marcellus Aubry, potier à Châtelet. Monsieur Aubry, on nous a dit, mais est-ce vrai que vous façonnez vos pots, au fond, encore à l'ancienne mode, c'est-à-dire à la mode de nos arrière-grands-parents? Oh oui, j'en suis encore à l'époque de la féodalité. Pour le travail, enfin. Écoutez, nous n'allons pas remonter si haut immédiatement, mais tout de même, nous avons tout à apprendre à la céramique, alors je vais vous demander de nous servir de guide. Au commencement de votre œuvre, il y a, je crois, il y a de la terre. Où se trouve-t-elle, cette terre? Cette terre, nous la préparons dans la cave, n'est-ce pas? Et je dois vous montrer comment ça se prépare. Pour ça, vous devez me suivre. Et nous allons de ce pas voir comment ça se travaille. D'accord. Nous voici donc à l'ABC de cet alphabet. Cette terre, c'est vraiment une terre à poteler, mais une terre à modeler aussi. Je crois que ça doit faire envie aux enfants qui nous écoutent. Et là, elle a un peu une couleur de veste parachutiste et aussi de nougat. Comment la faites-vous venir? Comment la choisissez-vous? Nous la choisissons à la carrière même, n'est-ce pas? Et je suis obligé d'aller sur place pour la choisir, du fait que je n'en prends que de petites quantités. Alors, je suis qu'un mauvais client pour le fournisseur. Vous êtes un mauvais client et malgré tout, il vous laisse choisir les terres oui, qui sont les meilleures pour vous. Je suis même obligé de m'en faire un ami. Comment faites-vous? Vous leur offrez de temps en temps un vase? En leur offrant une pièce un peu spéciale, en leur disant même que c'est fait avec leur terre, ce qui les frappe toujours un peu, et me permettent comme ça de choisir la qualité qui me convient le mieux. Vous savez quelles sont ces qualités? À quoi doit répondre cette terre? Elle doit posséder beaucoup de qualités. Elle doit être plastique. En plus, elle doit résister à la température de 1300 degrés. Parce que vous faites chauffer votre four à 1300 degrés. À 1300 degrés. Tantôt, je vous expliquerai de Bon, on verra façon ça tout à l'heure. Oui.
plus précise la raison pour laquelle je dois monter à cette température-là. D'accord. Et alors, quand elle arrive ici Elle arrive sous forme de bloc. Oui. Sec, donc c'est une roche tendre quand je la reçois. Mm. Elle est très réfractaire à l'humidité. Je dois donc lutter avec la matière pour lui faire prendre environ de 25 à 30% d'humidité pour qu'elle devienne plastique. C'est à cause de cette humidité qu'elle devient plastique. C'est ça. Et alors, quand elle est humidifiée, disons, que faites-vous? Quand elle est humidifiée, même pour l'humidifier, nous sommes obligés de la décortiquer, c'est-à-dire de présenter toujours de nouvelles faces au contact avec l'eau, parce qu'il se forme une gangue d'environ 2 mm de matière qui s'humidifie et qui empêche l'eau de pénétrer vers le cœur. C'est ça, donc vous mélangez les couches de terre. Non seulement nous les mélangeons, mais nous divisons les blocs de façon à toujours présenter une plus grande surface à l'eau. Donc à chaque opération, nous renoyons la terre, on la trempe dans l'eau, on la laisse environ 15 jours, puis on la retravaille en subdivisant de nouveau pour présenter de nouvelles surfaces à l'eau. Jusqu'au moment où elle a acquis cette plasticité. Jusqu'au moment où elle a acquis la quantité d'eau suffisante pour être plastique. C'est ça. Mais on parle de plasticité. Est-ce que vous pourriez montrer pour nos amis ce qu'à votre avis est la plasticité? Cette terre, elle est plastique ou elle est... Comme elle est là, elle a l'humidité suffisante que pour la devenir, mais elle ne sera réellement plastique que quand elle aura passé dans une machine qui se trouve au-dessus. Nous allons aller voir, n'est-ce pas, dont le rôle est d'écraser tous les nœuds qui restent à l'intérieur. C'est ça, donc à ce moment-ci, elle n'est pas encore prête à Elle n'est pas encore prête à être traitée. Non. Et votre aide, là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de faire des boulets, n'est-ce pas, tout en hachant la terre, de façon à réduire encore les différents nœuds qu'il y a dedans, pour la préparer pour la machine. Pour la machine, donc on va aller voir la machine alors. Je vous conduis. D'accord. Vous voulez tout de suite. Machine que vous voyez ici a un double rôle. Celle d'écraser les particules qui n'ont pas été bien trempées, n'est-ce pas? Et ensuite de mélanger dans le coffre que vous voyez là, il y a une vis d'Archimède interrompue qui fait avancer la matière tout en la mélangeant. Et ça, c'est un peu le principe de la machine à hacher des bouchers. C'est exactement la machine à hacher la viande du boucher sur laquelle on a remis 2 cylindres qui entassent toute la matière tout en l'écrasant. Quand elle sort d'ici, elle passe dans une cave où elle va encore rester stationnée pendant 6 mois. Pendant 6 mois, mais nous n'allons quand même pas attendre 6 mois. Alors on peut peut-être passer à la partie vive du sujet, autour, non? Pour ça, il nous faut nous diriger dans l'autre sens. Passer le tour. Il n'a pas changé beaucoup depuis son origine. Il y a vraiment une poulie de moteur qui remplace le pied qui anciennement faisait tourner. Donc on courait somme toute sur le volant pour le lancer. Maintenant, on se contente d'appuyer sur un bouton et sur une pédale et ça se met en tout ça. Cette opération s'appelle le centrage. C'est-à-dire que... Je ramasse somme toute la motte de terre exactement au centre du plateau tournant. Comment appuyez-vous avec vos mains? C'est vraiment la paume? Oui, toute la surface la plus grande possible agit sur la terre, n'est-ce pas, de façon à ramener toutes les molécules exactement au centre du plateau. La seconde opération, elle, c'est le forage. Avec le pouce? Avec le pouce. Si la motte de terre était plus conséquente, je devais employer le poing. Maintenant, je répartis la terre de façon à ce qu'elle ait une épaisseur régulière sur toute sa hauteur. C'est uniquement une question de doigté, ça? Uniquement. C'est seulement maintenant que je dois décider de la forme que je vais lui donner. Si j'agis de l'extérieur vers l'intérieur avec la pression de mes doigts, je le fais rétrécir. Au contraire, si j'agis de l'intérieur vers l'extérieur, il s'élargit. Oui, ça a l'air très simple. Apparemment. Mais il a quand même fallu quelques années pour arriver à maîtriser ce morceau de terre là, qui a l'air si docile. Maintenant, avec le râtoir, que faites-vous? J'efface les traces de doigts pour laisser croire qu'il a été fait à la machine. Qu'il a été fait à la machine, mais c'est ça le cause. Ah, mais pourtant,
C'est le seul but de ce racloir, n'est-ce pas? Regardez, il efface exactement toutes les places que mes doigts avaient laissées. Et d'un. Et voilà le pot ébauché. Parce qu'il doit encore revenir une fois sur le tour, le derrière en l'air, pour le parachever quand il sera un peu de Plus tard. Qu'allez-vous faire maintenant? Une deuxième masse, n'est-ce pas? Que je remets au centre. Mais je vais vous montrer qu'on sait faire autre chose que des pots évasés, c'est-à-dire où on peut mettre la main dedans. Je vais vous en faire un où on pourrait se demander comment il a été réalisé, pour la bonne raison qui finira par une petite ouverture qui pourrait même se boucher avec un bouchon ordinaire. Son nom normal, ça serait une bouteille. Hein, il suffit que je l'étrangle, qu'il soit serré. Un goulot. Et c'est ainsi qu'on pourrait se demander peut-être comment... On a pu introduire la main à l'intérieur. Or, c'est fait d'une pièce, n'est-ce pas? Vous êtes témoin On en est témoin. Que j'avais tantôt la main dedans. Hein. Vous voyez que ça a l'air de se laisser travailler assez facilement. Donc cette pièce que vous finissez va passer au four directement maintenant? Non, elle doit encore revenir sur le tour pour l'opération dite le tournasage. C'est cela. Cette opération se fait sur un coup. Vous voulez bien passer le morceau de terre? Gaume qui va me permettre de retourner, de présenter le pot, le derrière en l'air, surtout pour parachever, le polir et enlever le trop de terre que j'ai dû laisser à la base de la pièce. C'est ça, donc pour bien mettre les choses au point, la pièce que vous venez d'enlever, on suppose qu'elle a séché 24 heures et Oui. que vous la tournasez maintenant, avant de la mettre au four. J'ai dû attendre qu'on sache la prendre en main sans trop la déformer. D'accord. C'est bien facile. Oui. Voilà. Vous Maintenant vous tournasez, ça consiste en quoi? à enlever, comme je vous disais tantôt, n'est-ce pas, le trop de terre que j'ai laissé en le tournant hier, donc. C'est ça, vous affinez en quelque sorte. Je le rends une façon, c'est une façon de parler plus élégante. Et puis après ça, quand vous l'aurez Je vais tournasé, profiter qu'il est sur le tour ici pour l'émailler. Christian, je vais bien apporter le pot d'émail. vous avez plusieurs tons, plusieurs colorants. Nous sommes obligés de nous contenter de 5 colorants ici. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'à la température que nous montons, 1300 degrés, il ne nous reste plus que 5 colorants Qui résistent à cette température. qui résistent à cette Mais température. à partir de ces 5 colorants, vous pouvez obtenir toute une palette, j'imagine, de tons. À condition, toutefois, de cuire, de se servir des gaz du four C'est pour ça. modifier, somme toute, la teneur en oxygène de nos colorants, C'est cela. laquelle fera modifier aussi la couleur. Oui, mais je me suis laissé dire que dans le temps, on se contentait d'une couleur brune provoquée par le feu, par l'action du feu. Et maintenant, je vois que c'est colorié. D'où vous vient cette idée-là d'avoir coloré? Et nous avons eu pendant la guerre ici M. Delceau, qui est venu La guerre pendant 40. la guerre de 14, Ouh là là, n'est-ce ça pas, remonte loin. qui est venu nous donner l'idée, somme toute, de colorier les poteries industrielles que C'était nous un faisions. peintre, sans doute. C'était un peintre. Oui. Et petit à petit, vous êtes senti une âme de coloriste, si je veux dire. Oui, forcément. Nous avons dû changer, n'est-ce pas, notre fabrication, qui était essentiellement industrielle dans le C'est temps, ça. qui maintenant est devenue, Devenu somme toute, artisanale. Et votre émail, vos émaux, vous le fabriquez vous-même ou bien vous l'achetez tout fait? Nous les fabriquons à partir de la pâte même qui sert à faire le pot. C'est ça. Nous introduisons un fondant à l'intérieur, Oui. lequel nous faisons tourner dans un appareil ici pendant au moins 100 heures, de façon à ce que ça soit parfaitement bien homogène, et on introduit seulement alors un des 5 colorants, suivant la couleur que nous désirons obtenir. Quand la pièce est tournée, tournasée, émaillée, vient un beau jour où elle doit rentrer dans le four. Oui, évidemment, naturellement, quand elles sont séchées, n'est-ce pas, et qu'elles ont pris le temps de sécher, elles viennent ici dans le four, mais nous devons commencer par le décrire. Le four, c'est un renflement de la cheminée, somme toute. Aux 4 coins, nous avons un foyer À l'extérieur. à l'extérieur, qui est masqué ici par un mur
son premier rôle est de recevoir le choc. Un mur isolant. C'est un mur en réfractaire, hein, qui reçoit le premier choc, n'est-ce pas, et qui oblige le feu à monter vers le dessus. Vous voyez, il y a des interstices qui laissent passer le feu au travers de la marchandise. C'est cela. Et le feu atteint finalement la température de combien? Le feu atteint une température de 1300 environ dans le dessus du four et sera obligé de redescendre au travers de toute la marchandise pour se perdre dans les créneaux que vous voyez dans le fond, Oui, qui représentent la cheminée ici. D'accord. Et alors je vois que c'est tout verni, ces murailles. Et ça provient de quoi? C'est dû à l'action du sel, n'est-ce pas, que sur la silice de la terre qui est contenue dans la brique réfractaire forme un silicate de soute en surface, exactement de la même façon qu'il le formera sur mes pots. Mais si vous le voyez si épais ici, c'est pour la bonne raison. Une suite de dépôts successifs. De dépôts successifs à la suite de plusieurs cuissons, n'est-ce pas? Et est-ce que l'action du feu, cette forte action donc de 1300 degrés, ne risque pas de démolir un jour les murs, de les démanteler? Je vois que certains sont bosselés d'ailleurs. Comme vous le voyez, il y a même temps de remplacer celui-là, par exemple. Et les autres sont plus récents, mais vous voyez qu'ils souffrent quand même. Et ils sont d'ailleurs là pour ça. Oui, C'est leur rôle, c'est de souffrir pour épargner la marchandise qui viendra au-dessus. Et la voûte, alors, il y a de temps en temps sans doute des stalagmites qui se Ouais. forment et qui risquent peut-être de détériorer. Nous sommes même parfois obligés de l'appeler, n'est-ce pas, pour remettre une nouvelle couche en contact avec le fumier et le sel, et pour empêcher ces stalagmites de tomber sur nos pièces et d'abîmer, somme toute, notre marchandise. Quand chargez-vous le feu? Nous remplissons le four environ tous les 15 jours. Pour la bonne raison qu'il faut environ 15 jours pour fabriquer toutes les pièces nécessaires à l'emplir. Combien de pièces entrent dans le four à la fois? De 6 à 8 000 pièces suivant l'importance des pièces. Et quelle est la capacité du four? Environ 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Et je vois qu'elles sont réparties, ces pièces, suivant un ordre qui ne semble pas dû au hasard. Comment Non. répartissez-vous Les ça? petites pièces, n'est-ce pas, les mangeoires pour pigeons, elles servent à répartir la température dans le four, c'est-à-dire à diviser les interstices entre chaque, pour obliger le feu à se diviser et à répartir la chaleur un peu égale partout. C'est Oui. pour ça que nous les avons localisées dans le pied. D'accord. Les pièces plus importantes, telles que les abreuvoirs pour le pigeon, nous les empilons dans la partie la plus froide du Il four. me semble que vous fabriquez beaucoup de choses pour les pigeons. Mais nous c'est sommes la région, dans sans une doute. région colombophile, Colombophile, n'est-ce pas? Et je suis pour ainsi dire le seul à en fabriquer. Ah, on fabrique. Parce que justement, elles me servent pour pouvoir appuyer mes poteries artistiques au-dessus. Ces poteries artistiques que vous placez Sur le au-dessus dessus du four, et il y a une raison pour cela, parce que c'est la partie du four la plus chaude, n'est-ce pas, et qui reçoit par conséquent le plus sel aussi, Oui, sur les émaux. et qui agira d'autant plus facilement qu'elle est mieux mise, n'est-ce pas, parce que le sel va agir sur nos émaux pour les vitrifier, pour les rendre vitreux. Mais je C'est- crois qu'il faudrait reparler une seconde de ces émaux. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait 5 colorants à la base, mais vous ne me les avez pas cités. Or, c'est quand même important de savoir quels sont les colorants qui peuvent résister à une telle intensité de feu de 1300 degrés, je crois. Ces 5 colorants sont les 5 colorants réfractaires qu'il existe, n'est-ce pas? Ce sont le chrome, le cobalt, le titane, le manganèse et l'oxyde de fer. Voilà. Alors, j'imagine que ce four a quelque chose de particulier, ou bien est-il standard? On peut le retrouver dans la grande industrie. Il n'est que standard chez nous, ici, dans le pays de Châtelet, de Bouffiou, c'est qu'il a la particularité d'être un four de plein feu. C'est-à-dire, ce n'est pas une boîte autour de laquelle le feu travaille. Le feu traverse toute la marchandise, est directement en contact avec les pièces qui sont enfournées. D'accord, mais pour parler du feu, je crois qu'il faut aller le voir de plus près, il faut aller voir les foyers. Nous irons jusqu'à là. Voici un des 4 foyers qui va nous procurer à l'avenir soit les plus grandes joies, soit les plus grandes déceptions, suivant que nous l'aurons bien conduit. C'est ici, à mon avis, que se passe la plus grande difficulté de notre façon de travailler. Parce que c'est avec le feu que nous allons développer les couleurs. Nous avons juste 5 colorants, mais nous devons quand même faire plus que 5 couleurs. Et au fond, le feu, c'est votre palette. C'est notre palette, oui. Ça vous C'est- jouez de lui. C'est avec lui que nous allons transformer, somme toute, l'intérieur, c'est-à-dire l'atmosphère intérieure du four, et que nous allons compléter ou retrancher l'oxygène contenu dans les oxydes métalliques qui nous servent de colorant. En ouvrant plus ou moins grand les Oui, ouvertures. c'est-à-dire en augmentant le nombre de grilles, ou en diminuant le nombre de grilles, en augmentant l'épaisseur du feu, ou en diminuant suivant que nous voulons avoir un feu oxydant ou réducteur.
Si nous avons besoin d'un feu oxydant, c'est pour enlever soit de l'oxygène aux oxydes métalliques que nous avons mis comme colorant, pour changer leur couleur, ou si nous mettons un feu plus épais, c'est pour réduire, c'est-à-dire manger une partie de l'oxygène contenu dans les oxydes colorants que nous avons mis. Nous savons qu'un oxyde, il change de couleur suivant sa teneur en oxygène. Au fond, si je comprends bien, il y a deux endroits où vraiment il faut être un maître potier. C'est d'abord autour, pour attraper ce tour de main, ce coup de main. Ouais. Et alors ici, je crois que vous considérez peut-être même que c'est plus important ici. C'est plus important ici dans le genre de travail que je fais, n'est-ce pas, pour le grès de plein feu salé, du fait que nous n'avons que 5 colorants et que nous devons au moins tirer de 20 à 25 couleurs différentes de ces 5 malheureux colorants. Nous allons travailler non seulement sur l'épaisseur de l'émail, n'est-ce pas, que nous allons réduire en certaines périodes de la cuisson, pendant les 3/4 de la charge, nous allons réduire l'oxyde contenu dans les émaux, oui, et sur toute son épaisseur. Puis nous allons oxyder rien que la surface, la plure, somme toute, de l'émail, ce qui va nous donner des tons en profondeur, ce qui n'existe pas en faïencerie, n'est-ce pas? Tout est en surface chez eux. C'est amené d'avance calculé, d'avance développé, c'est apporté sur le pot et ça reste tel qu'il a été prévu. Tandis que chez nous, nous le modelons, nous le travaillons ici rien qu'avec le feu. Au fond, vous faites un peu le procès de la grande industrialisation de ce genre de métier. Ben, écoutez, c'est une façon différente de voir le travail. Chez eux, ils ont arrangé leurs besoins pour avoir le moindre risque possible, parce que ici... Et pour produire intensément, à la chaîne. Intensément et d'une façon d'avance, où on sait calculer le bénéfice. Tandis que chez nous, n'est-ce pas, ça reste toujours aléatoire, du fait qu'on court toujours un gros risque. C'est comme ça que vous disiez que, tout à l'heure, qu'ici on pouvait retirer, au fond, ses plus grandes déceptions, parce qu'au fond, le feu peut vous jouer des blagues si vous n'y prenez pas garde. D'autant plus difficilement à régler, n'est-ce pas, que nous avons une masse de 15 mètres cubes, somme toute, qui n'agira pas toujours, qui ne réagira pas toujours de la façon dont nous nous y attendons. Il y a non seulement l'épaisseur de l'émail sur la pièce, mais il y a aussi les différents plans. À l'intérieur du four, il y a des pièces qui seront plus abritées, qui recevront moins de saleté. Il y en a d'autres qui seront mieux abritées, qui recevront plus, soit d'oxygène, suivant qu'ils sont dans le courant d'air, soit suivant qu'ils sont... C'est la raison, au fond, pour laquelle vous placiez très prudemment vos pièces suivant un ordre préétabli à l'avance. C'est pour cela aussi que dans le dessus du four, n'est-ce pas, les pièces sont plus aérées, de façon à ce qu'elles soient plus directement en contact avec les gaz que nous allons produire pendant la cuisson. Mais alors, il y a aussi l'action du sel. Il y a l'action du feu, mais il y a l'action du sel. Le sel, à quoi sert-il? Le sel, il ne servira ici qu'à fournir la glaçure, le vernis, qui viendra faire reluire, somme toute, la pièce et conditionner, somme toute, la fusion de l'émail que nous avons apporté. À quelle température? À 1300 degrés. Exactement. Il est inutile d'essayer de mettre du sel avant, pour la bonne raison que les gaz s'échapperaient par la cheminée sans avoir agi, puisque la réaction chimique du sel, c'est-à-dire de la soude du sel, ne se fera qu'à 1300 degrés avec la silice de la terre pour former en surface, n'est-ce pas, le vernis, qui en l'occurrence sera du silicate de soude. C'est ça. Mais dites-moi, vous lancez le sel dans le foyer à cette température, et qu'est-ce qui se passe? Quand nous lâchons du sel, n'est-ce pas, à la température de 1700 dans le foyer, j'insiste pour dire dans le foyer, parce que dans le four, à ce moment-là, nous n'avons que 1300, il passe de l'état solide à l'état gazeux. Il explose, pour ainsi dire, et même on four sous pression. On entend une explosion? Non, parce qu'il ne rentre qu'un grain à la fois. Alors, c'est une pression qui monte progressivement au fur et à mesure que la quantité de sel augmente dans le foyer. Nous laissons glisser le sel tout doucement, progressivement, et nous augmentons comme ça la pression intérieure du four, de façon à ce que les gaz pénètrent même à l'intérieur des pièces, mais non seulement des pièces, sur l'épaisseur, dans l'épaisseur même de la marchandise. Oui, au fond, tous les 15 jours, vous êtes ici, un peu comme un capitaine à la barre de son navire, et j'imagine qu'à ce moment-là, vous ne dormez pas énormément. Combien de temps, au fond, ces pièces restent... Ça reste de 36 à 40 heures, parfois même 60 heures, suivant l'épaisseur des pièces que nous cuisons. Parce que plus une pièce est épaisse, plus elle doit être cuite doucement, pour éviter le bris ou
les pièces de fêlée, de sauter au four. Et alors, vous surveillez de très près, vous êtes vraiment là, fréquemment. Depuis le début jusqu'à la fin. Au fond, vous avez une certaine crainte, une certaine appréhension, vous. Forcément, c'est pour cette raison-là que je le couille moi-même, n'est-ce pas? La marche de four étant la partie capitale, somme toute. Et j'ai dû ici emmagasiner 15 mètres cubes de marchandises, ce qui représente de 6 à 8 000 pièces. Ça vaut quand même la peine que je la surveille moi-même. Surtout que le gros risque, c'est ici même qu'il se passe. Au fond, j'imagine que plus souvent, malgré tout, les pièces et le four vous donnent des joies que des déceptions. Mais cependant, nous arrivons au terme de cette visite à peu près. Je vois à peu près comment ça se passe, mais j'aurais voulu essayer moi-même de ne pas avoir une déception et j'aurais voulu que vous me prêtiez pendant quelques secondes votre tour pour essayer moi-même. Si vous n'avez pas peur de vous salir, moi je vais très bien vous conduire autour et même vous aider si vous êtes en panne. Qui sait, il va peut-être en sortir une très belle pièce. Ah, essayons. Bon, ben allons-y. Télévision menant à tout, il s'agit de saisir ma chance. Ça fonctionne comment? Pas d'affolement. Voilà. C'est lancé? C'est lancé. Centrons. Oui, les mains. Concentrons-nous. Appuyez d'une façon. Tangentiellement. Si c'est plus facile à dire. Appuyez. J'appuie. Je mouille? Je mouille. Tournez. Un coup de pédale. Un coup de pédale. Puis pause. Ça monte. Ça prend forme. Serré. Serre. On laisse le dessus mouillé. Polissons. Mouillé. Mouillé. Faites tourner. Quel travail. Pressé. Ça monte. Cette fois, je sens que je domine la matière, monsieur Aubry. Mouillez les doigts. Forez. Je force. Donc avec le pouce. Profondément. Jusque dans le fond. Presque jusque dans le fond. Laissez quand même une base. J'ai un modèle ici assez beau. Faites le plus beau là. J'avance. Descendez. Élargissez le fond. Ouais, je crois que nous avons fini. Vous ne m'engagez pas? Non. Ça ne sera pas pour cette fois. Bon. Eh bien, après avoir composé une œuvre, je crois que je ferais bien d'aller admirer les vôtres. Mais auparavant, je voudrais quand même ne pas y aller les mains seules. Je dois dire que cette expérience n'était pas très concluante. Mais enfin, vous avouez à ma décharge que c'est pas en un jour, ni même en un an qu'on s'improvise potier, je crois. J'ai eu l'avantage sur vous d'être le fils de mon père. Un fils à papa. Il était déjà potier, et il était le fils également d'un potier. Et ça remonte loin, ça? À au moins 5 générations. 5 générations. C'est bien que tout petit, vous avez eu l'occasion de vous entraîner. Oui, déjà pendant que j'allais à l'école en cours. De faire à 11 ans ce que moi je fais à un âge beaucoup plus respectable. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, nous nous trouvons dans une espèce de musée où je vois trôner des séries de poteries avant-gardistes et d'un autre côté extrêmement classiques. Et je crois que ce n'est pas, vous ne brûlez pas d'envie d'attirer des clients pour leur vendre des mangeoires à pigeons, mais vous espérez bien un petit peu élever leur goût, les affiner, et vous y arrivez. Nous devons former notre clientèle nous-mêmes, c'est-à-dire en leur faisant faire le tour de l'atelier, comme vous avez fait aujourd'hui, en les mettant dans le bain, somme toute, en les obligeant à comprendre ce que ça en est. Et du fait même, ils apprécient d'autant mieux qu'ils ont éprouvé eux-mêmes des difficultés et qu'ils ont reconnu qu'il était plus facile de le faire que de le faire soi-même. Les difficultés de cette céramique artisanale. Parce qu'aujourd'hui, c'est à une visite d'artisanat de céramique annulaire que nous avons assisté. Mais dans 15 jours, le prochain Visage de Wallonie vous promènera dans l'industrie de la céramique, toujours annulaire. Pour finir, monsieur Aubry, je lève cette chope made in Châtelet, à votre santé. À votre santé.